Hop. Et bah du coup, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir pour un stream et un meet-up sur la sécurité dans Kubernetes. Ça va être essentiellement des démos parce que les concepts, c'est bien, mais c'est mieux de les voir appliqués. Donc voilà. Hop. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions durant le meet-up, à nous les poser, on y répondra. Et de toute façon, à la fin du meet-up, on fera une session questions-réponses si vous en avez. Déjà, on va peut-être se présenter, donc je te laisse commencer. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Johan Simiokosin. Je suis ingénieur Cloud DevOps chez Ypon. Ça va faire maintenant 3 ans. Et ma préférence dans la vie, c'est Kubernetes. C'est assez évident. Voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle les Kube Guys. Petite référence pour les Ypon qui sont là. Oui, parce qu'on avait fait un jeu où on s'appelait les Cube Guys et on a gagné. Donc, voilà. Donc c'est parce qu'on est les meilleurs. Et donc moi c'est Pierrick et je suis ingénieur Cloud DevOps chez Ypon aussi depuis 3 ans et demi maintenant. Déjà, première chose, avant de parler de sécurité, je vous ai dit qu'on allait faire beaucoup de démonstrations donc des démonstrations qui vont avoir lieu donc sur un cluster cube pour un cluster cube qu'on a déployé au préalable, qui sera sur AWS, donc c'est un EKS très classique. Et on a setup quelques petites choses dessus, notamment Falco. Falco, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil CNCF, je crois. Oui. Voilà, qui permet de faire de la détection en temps réel au niveau du runtime des comportements suspicieux sur votre cluster cube. Donc ça peut être des détections de création de shell dans des pods, ça peut être des appels système suspects, ça peut être, je sais pas si tu as d'autres exemples. Tout ce qui est en rapport avec le runtime, des accès à des fichiers ETC, password, ou des choses que l'application ne devrait pas faire en temps normal, quoi. Voilà. Et Falco vient donc avec énormément d'intégration pour envoyer ces notifications, parce que c'est pas le tout de détecter. Et dans notre cas, pour la démo, vous verrez peut-être apparaître quelques notifications Discord, puisqu'on a configuré notre cluster cube pour envoyer des notifications Discord. On ira les voir de manière. Voilà, on ira. Parce que j'ai coupé les notifications. Ah, ok. Bon. Très bien. On ira voir de temps en temps. Voilà, et Falco vient aussi avec, depuis très peu de temps, puisque la V1 date de début septembre. La V0, ouais. La V0, pardon. Il y a un side project Falco pour faire de la remédiation en fonction de ces événements. Donc ça s'appelle Falco Talon. Donc c'est encore en V0, ils le disent bien, c'est pas du tout stable et tout. Mais l'idée, c'est que en fonction des différents événements que Falco peut remonter, en plus de nous envoyer des notifications sur Slack, Discord ou autre, on peut paramétrer des comportements. Donc par exemple, ajouter des labels sur les pods pour les isoler avec des network policies, terminer le pod en question. Enfin voilà, on peut faire de la remédiation. Ça, on l'a pas mis en place. Mais c'est juste pour l'information. Ouais. C'est en V0 depuis, je crois, le 9 septembre. Donc, c'est assez récent. Je te laisse faire la première démo. En fait, on va partir d'un postulat. On va vous faire une démonstration. Parce que dans notre cluster cube, on a une application qui est vulnérable. Puisqu'en fait, on ne va pas vous faire un cours de code sur comment sécuriser une application. On part du principe qu'on a une application vulnérable dans notre cluster, et l'objectif, ça va être de voir ce qu'on peut faire avec des choses, une configuration au niveau cube mal faite, et l'objectif, donc, c'est vous montrer le pire des cas. Oui, voilà. On part du principe qu'on a une appli qui est vulnérable à l'injection de code. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce que ça peut arriver. Voilà. Et la démonstration est exprès un peu grossière, parce qu'on ne voulait pas non plus passer trop de temps à explorer des failles Linux ou autres. Donc là, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et après, on va vous expliquer la configuration ultime pour éviter de telles choses. Voilà. Même si vous avez une application vulnérable, ça peut arriver, mais limitez au maximum l'impact. Donc là, on a cette application. Pour l'instant, ça va. Okay. Je te le rends. On a une application du coup qui est vulnérable aux injections de code. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce qu'il faut grossir un peu? Ça va? Dans le doute. Oui. Donc là, l'application, c'est tout simple. Moi, ça s'appelle Dane Vulnerable Web App. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qu'on peut déployer. Et en fait, c'est pour s'entraîner sur différentes failles de sécurité.
Et donc là, on a une application qui a priori nous permet de tester un ping. Donc hop, on va tester, voir ce que ça fait. On lance le ping, et a priori, bon, bah, on voit le résultat d'un ping. Alors ça ressemble très fortement à une commande ping qui aurait été tapée dans un bash directement. Donc on va réessayer la même commande, mais en essayant de lister les fichiers pour voir si on peut injecter une commande. Donc là, on lui demande 8888, on termine la commande et on en lance une autre. Et là, bon, bah, là on voit que effectivement, ça marche. C'est grossier, hein, mais voilà. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On peut essayer d'aller lister des fichiers. Et donc, bon, là, forcément, on parle de Kubernetes, donc on se doute qu'on est dans un contexte Kubernetes. Donc on va aller voir le dossier var run secrets pour voir s'il y a des choses dedans. Et on va voir si effectivement on est bien dans un contexte. Voilà, donc a priori, on est bien dans un contexte Kubernetes. Et donc le var run secret kubernetes.io, c'est là où Kubernetes met les service accounts du pod. Donc on va vous expliquer après, mais le service account, c'est quand un pod, alors tous les pods en ont un par défaut. Par défaut, il n'a pas de droit, mais vous pouvez donner un droit à un pod, par exemple pour aller créer d'autres pods, donc ce qui est utilisé par les GitHub runners ou les GitHub runners. Et donc on va aller voir ce qu'on a dedans. Hop. Merci. Je vais copier ça. Donc on a bien le dossier service account. On va voir ce qu'il y a dedans. Et donc là on a un token. Donc on va voir si on peut l'afficher. Est-ce qu'on a les droits? Oui, on a les droits. Donc là, on a un token. On va se le mettre de côté. Donc ça, c'est le token qui est associé a priori à notre service account. Est-ce que j'ai tout? Voilà, j'ai tout. J'espère que j'ai bien copié. Et donc, on va voir maintenant si on peut appeler l'API de Kubernetes. Oui. Oui. T'as besoin de laisser le ping au début, tu peux... Non, j'ai besoin de laisser le... Comme c'est une injection de commande, en fait, lui, il fait le ping quoi qu'il arrive, et en fait, comme on met un point virgule à la place, enfin à la fin, bah ça exécute la commande d'après. Donc là, je vais essayer d'appeler le service Kubernetes default SVC. Bah, déjà, je vais essayer comme ça. Est-ce que déjà on a une réponse ou pas? Donc oui, on a une réponse. Donc on voit qu'on tape bien l'API Kubernetes, donc le service interne qui est dans le namespace default. Et il nous dit qu'on est connecté en Anonymous et qu'on n'a pas le droit de faire cet appel-là. Donc on va essayer la même commande, mais en passant un header. Donc c'est authorization avec un A majuscule de mémoire. Et c'est du bearer. En fait, c'est un JWT, hein, tout simplement. J'ai tout pris. Hop. Donc on essaie le même appel, mais cette fois-ci avec le token. Et donc là, on voit qu'on est connecté. On n'a toujours pas le droit de faire cet appel-là, mais on voit qu'on est bien connecté avec notre service account qui s'appelle Airbag Demo dans le namespace default. Donc maintenant, on va essayer de voir si on ne peut pas lister, par exemple, les namespaces. API v1 namespaces. On n'a pas le droit. On va voir si on a le droit de lister, par exemple, les pods du namespace default. Donc a priori, on a le droit. Donc là, on a la réponse. On voit tous les pods qu'il y a dans ce namespace-là. Je vais voir si je peux pas accéder à des secrets plutôt. Voir si on n'a pas les informations. Et on voit qu'on a aussi le droit d'accéder à des secrets. Donc là, on voit que voilà, les droits sont très très larges. Et on a même d'ailleurs le secret qui s'appelle My Super Secret. On doit avoir voilà, les données ici. Donc c'est du base 64. Donc si on le récupère et qu'on le débase 64ise, voilà, on voit que Kubernetes c'est trop bien. Je vais laisser maintenant la main à Pierrick. Oui, parce que ça c'est bien beau. On a vu on a récupéré un secret, voilà, mais
Oh, pourquoi ça a zoomé? Ouais, le pad utilise la souris. Ouais, le pad j'ai utilisé ouais. la souris. Mais en fait, on va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. En fait, avec ce genre d'attaque. Enfin, de- Alors, hop, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement aller récupérer un binaire qui me permet d'utiliser Netcat. Hop. Donc, 8, hop. Point virgule, hop. Hop. Alors, est-ce que ça a marché? On va faire un petit... Tac, vérifier que j'ai bien récupéré un binaire qui s'appelle Netcat. Non. Pourquoi ça n'a pas marché? On n'a pas la. Ah oui, parce que en fait je suis sur plusieurs Bien vu. lignes. Hop, CTRL Z. Mais ouais, non mais bien sûr. Du coup 8888 point virgule hop. Donc là, on essaye en fait d'utiliser Netcat pour avoir un reverse shell. Ouais, un reverse shell distant. Voilà. Hop, et du coup 8. Hop, je devrais. Il n'y a pas d'effet démo. On a bien Netcat. Bah du coup, on va juste faire un 8888 point virgule chmod plus x. Hop. Pour vérifier. Hop. Et peut-être rezoomer un peu, CTRL plus ou CTRL molette. Hop. Tac. Donc du coup là, j'ai Netcat et j'ai autorisé l'exécution. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Il faut que tu te mettes en écoute avant, je pense. Ah oui, il faut que je me mette en écoute. Alors, en tant que très bon attaquant, j'ai prévu. Tu peux. Ah, elle est ici. Ouais. Hop. Tac. J'ai prévu une C2 qui m'appartient, sur lequel je vais pouvoir me connecter et faire un tunnel pour faire un reverse shell. Pourquoi une C2? Parce qu'il nous fallait une IP publique pour qu'elle soit accessible depuis le cluster cube qu'on attaque. Du coup, action connect. Et Session manager. Session, voilà, hop. Tac. Du coup, normalement, j'écoute sur le port 8080, donc sur mon EC2, et il nous faut l'adresse IP publique, donc qui est ici. Hop. Que je vais remplacer ici. Et ça, c'est ce que je vais exécuter donc sur mon cluster pour lui donner la main et lui permettre. C'est où? C'était Firefox. Firefox, ok. Hop, voilà. Et hop. Du coup, 8888. Point virgule tac. Et là, en fait, si je me connecte, si je vais sur mon EC2 qui est ici, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? L'effet démo. Bien sûr. Parce que tu as copié netcat et pas ./netcat, non? Ah, peut-être. C'est le binaire qui est présent dans Point slash. Hop. Ah voilà. Et là, du coup, on voit que sur mon EC2, j'ai eu. Hop. Et ben là, j'ai un reverse shell. On peut peut-être zoomer un petit peu. Hop. Non, ça marche pas. CTRL plus, ça marche pas? Si, c'est bon. Vous voyez où c'est coupé sur la gauche? C'est un peu coupé sur la gauche, diminue un tout petit peu la fenêtre à gauche là. Hop. Tac. Mieux. Et donc là, voilà, on voit que j'ai un shell et que je suis sur. Je suis connecté sur le pod dans mon cluster depuis où je veux. Et donc du coup, on va essayer d'aller encore plus loin. Donc là, je vais télécharger kubectl de la même manière que j'ai que j'ai téléchargé tout à l'heure. Est-ce que si je fais un clear, ça passe? Non, bien sûr que non. Hop, je vais faire un chmod plus x kubectl. Ok. Maintenant c'est tout. Quoi? Maintenant on peut taper. Maintenant on peut faire un kubectl. si je fais un kubectl. Oui, pardon. ./kubectl get pods
hop, on voit que je peux exécuter des commandes. Voilà. Et du coup, on va essayer d'aller encore plus loin et de créer un pod. Hop. C'est ça. Donc là, si je fais coller, que je fais un ls, normalement, j'ai un pod.yaml qui est apparu, que je viens de créer, qui ressemble à un manifeste cube, tout ce qui est de plus classique. On vous expliquera juste après les options Oui, qu'on a oui. passées. Vous inquiétez pas, c'est tout le sujet de la démo d'après, enfin de ce dont on va discuter après. Et en fait, là, j'ai créé un pod qui est sur le host, donc sur le nœud directement. On le voit parce que comment je peux vous le montrer? Si je fais un PSAUX par exemple dans le pod que j'ai créé, on voit que j'ai beaucoup de choses. Voilà, beaucoup plus de choses qu'il ne devrait y avoir dans le pod que j'ai créé. Et on peut même s'amuser à aller lister tous les conteneurs présents sur mon cluster, enfin sur mon nœud, en utilisant c'est CTR, donc qui est la CLI pour conteneur-d. Et là, on voit en fait tous les conteneurs qui sont exécutés sur mon hôte. Donc voilà, et parce que je suis un petit rigolo, hop, je fais reboot mon nœud. Et donc voilà. Mais tu peux l'afficher, je pense, dans K9S si. Hop. Je pense qu'il va mettre un moment pour le voir. Il va mettre un moment à le voir, mais en fait, là, si je fais un ls, normalement. Ah si, tiens, je vous promets que ça avait marché. Mais... Ou est-ce que c'était reboot now? Peut-être que le reboot, par défaut, il attend 30 secondes ou. Non, normalement, on a perdu là. Non, là j'ai perdu. Justement, je l'ai perdu. T'as pas fait contre. Ok, ouais, c'est. Hop, et voilà. Voilà pour la petite démo. Donc bon, bien sûr, c'est très grossier et c'était le but parce que c'est pour montrer, dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver. Forcément. Nickel, fallait que ça arrive maintenant. Et du coup, maintenant, on va voir tout ce qui est proposé par Cube pour sécuriser vos workloads, vos pods et compagnie, pour éviter que les personnes mal intentionnées, quand bien même vous auriez une application vulnérable dans votre cluster, qui puissent faire tout ça. Il y a deux choses qu'on va passer parce que c'était pas là-dessus qu'on voulait s'étendre. Ça va être le RBAC. Le RBAC, comme que ce soit dans Cube ou n'importe où sur votre cloud provider, c'est très important. Donc c'est définir qui a accès à quoi. Cube le permet, que ce soit avec des service accounts, avec des rôles, des cluster rôles, et de binder les rôles et les cluster rôles à des users, à des groupes, à des service accounts. L'objectif, ça va être de respecter le least privilege, donc de donner le moindre rôle, le moins de droits possible. Mais on va pas s'attarder là-dessus, c'était pas le sujet de notre meet-up aujourd'hui. Voilà, vous voyez, c'est le rôle qui a été utilisé dans la démo. Donc là vous le voyez, c'est grossier. Hein. On a le droit de récupérer tous les secrets, de créer des pods. C'est grossier, je suis d'accord, mais c'est moins grossier qu'un développeur à qui on a donné accès à un cluster et qui a lu sur Stack Overflow que pour résoudre tous ces problèmes, il fallait qu'il mette API groupe étoile, ressources étoile, verbe étoile. Voilà. Par exemple. Et puis après, il y a certaines applications, comme on disait, GitLab Runner ou GitHub Runner, qui doivent pouvoir créer des pods. Et donc, eux, forcément, ils ont ce privilège-là qui est tout à fait voulu, quoi. L'autre point sur lequel on ne va pas s'attarder non plus, c'est les network policies, donc qui sont ni plus ni moins que des règles de firewall au sein de Cube pour dire qui a accès, qui a le droit quelles routes réseau ont le droit d'être empruntées, par quel port, par quel namespace et tout ça. Là encore, une fois, l'objectif c'est de faire du least privilege et de donner accès d'un point de vue réseau que à ce qui est strictement nécessaire, mais ça ne sera pas le sujet. Du coup, rentrons dans le dur. Ouais, parlons de sécurité. Donc la sécurité, ça commence déjà au niveau applicatif et au niveau conteneur. Donc ça commence par déjà avoir des sources, des dépendances à jour. Nous on utilise pas mal Renovate à Ypon pour automatiser ça. Donc déjà voilà, avoir des dépendances à jour.
on évite certaines failles qui peut y avoir à ce niveau-là. On peut mettre en place également des scans statiques de sécurité. Donc vous avez tout un tas d'outils qui existent sur le marché, GitLab, GitHub, SonarCube, Checkmarx, etc. Et on peut également scanner nos conteneurs. Donc il y a des outils, Checkmarx le permet, et il y a un outil également open source qui s'appelle Trivy, qui permet de faire ça. Je comptais vous montrer, mais en fait, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. On a mis la commande, c'est vous faites un Trivy avec la CLI de Trivy où il y a une image Docker. Trivy image. Là, soit vous mettez rien, il vous remonte toutes les failles, soit vous pouvez filtrer sur les. Là, c'est le niveau de failles. Donc le score CVSS, et puis vous mettez le nom de votre image, et donc là il va scanner tout le conteneur, donc tout ce qu'il va trouver, les dépendances NPM, si c'est une image qui se base sur Ubuntu, toutes les paquets Ubuntu qui sont installés, etc. Et donc voilà. Et le dernier truc, c'est effectivement pour éviter les attaques de type supply chain, c'est toujours une bonne idée de sélectionner des versions précises. Et ne pas mettre latest. Voilà, ne pas mettre latest, parce que si un hacker push du code pas très sécure, et au moins on n'est pas directement impacté. C'est sur Postgre là que ça fait. C'était Postgre? Ouais, non, c'est. Tu parles de XZUtil, ça? Oui. Ouais. En tout cas, les failles de type supply chain, ça existe. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà une première étape. Mettons en place du scanning au niveau applicatif, au niveau conteneur, et ayons des dépendances à jour. Ensuite, si on fait du build d'image Docker, on peut utiliser la notion du multi-stage build. Donc ça, c'est quand des fois on a besoin de dépendances lors du build, mais qu'on n'a plus besoin lors du run. Dans ce cas-là, ça sert à rien de garder ces dépendances dans l'image finale. De 1, parce que ça prend de la place, donc l'image est plus grosse pour rien. Et de 2, parce qu'on a une exposition plus importante pour rien aussi. Une surface d'attaque. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. Soit vous faites par exemple un npm build dans la pipeline directement, et dans ce cas-là, on récupère le binaire ou le résultat qu'on injecte directement dans le conteneur. Soit si on build avec Docker, on peut utiliser le multi-stage build. Et la deuxième astuce aussi, c'est d'utiliser des images distroless, parce que du coup, elles embarquent le minimum de choses, parce qu'il n'y a pas de distro avec tous les paquets qui viennent avec. Donc là, on a mis un exemple sur Go, par exemple, où on a ce multi-stage build et image distroless. Donc la première image se base sur Golang pour faire notre Go mode download. Donc on télécharge tout ce qu'on a besoin, on fait notre Go build. Ça nous donne un binaire. Et ensuite, la deuxième image, on part d'une image distroless et on récupère juste ce binaire. Et donc là, on a une image avec le minimum le strict nécessaire en fait pour que ça fonctionne. Ce genre d'image, ça peut être un peu dur à débugger parce qu'on n'a vraiment rien dedans. Donc là, c'est par exemple les images distroless de Google. Ils ont des tags debug où vous avez plus de choses, notamment un bash ou des choses comme ça pour pouvoir débugger. Et sinon, vous avez la commande kubectl debug qui permettent de lancer une commande dans une image, dans le même contexte que le pod. Ça attache un autre conteneur à votre pod. Oui, c'est ça. En fait, ça va lancer. On va en parler juste après avec les namespace Linux, mais voilà. Et donc là, rentrons dans le dur. Finalement, c'est quoi un conteneur? C'est peut-être pas évident de premier abord. On peut en utiliser. Enfin voilà, moi j'en ai utilisé pendant quelques années sans vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière. En fait, le petit secret, c'est juste les namespace Linux. Donc il y en a plusieurs. Il y a le namespace PID, donc là qui isole votre process par rapport aux autres process. Et donc le process il tourne dans son namespace, donc il va absolument pas voir les autres process. Ensuite vous avez un namespace de network, donc pour l'isoler au niveau réseau. Donc on va lui attacher des cartes réseau virtuelles, mais il pourra pas impacter du coup les cartes réseau de ses voisins. Donc on ne pourra pas écouter tout le trafic d'une autre application parce qu'on est dans notre namespace network. Vous avez la même chose avec le mount, donc ça c'est le système de fichiers. Donc vous avez un conteneur, en fait son système de fichiers root, ça va pas être le root de l'host, mais ça va être un dossier bien spécifique et il ne pourra pas remonter à celui de l'autre. Vous avez les cgroups, donc ça c'est pour gérer les ressources type CPU, RAM. Et plus récemment, vous avez le user namespace, qui permet d'isoler le process des users de l'autre. Et donc un conteneur qui est lancé avec un user namespace particulier,
je vais faire l'inverse plutôt, un conteneur qui n'est pas lancé avec un user namespace particulier, votre process, donc il va être isolé avec le PID network, donc il ne verra pas les autres process, il n'aura pas le même système de fichiers, etc. Par contre, votre process, en fait, il tourne sur l'hôte directement. Et donc, si on liste, on va le faire, si on liste les process de l'hôte, on le voit. Et si dans le conteneur, on a l'ID 0, donc on est root, et ben en fait, si on liste les process dans l'hôte, en fait, on voit le process. Il a un autre ID parce qu'il tourne pas dans le même namespace de PID, de process, mais c'est quand même l'ID 0 sur l'hôte. Et donc là, avec le user namespace, on peut lancer un conteneur où, depuis le contexte du conteneur, on va avoir un ID 0, donc on va être root dans le namespace. Mais si on regarde le process qui tourne sur l'hôte, on aura un ID aléatoire différent. Et oui, on l'a mis, c'est assez récent, les user namespace. Alors, dans Linux, ça existe quand même depuis un moment, mais dans Kubernetes, c'est encore une feature en bêta, et ça nécessite d'avoir des versions très récentes de Containerd, de CRI-O, enfin des containers runtime. Donc ça arrive petit à petit, mais voilà, c'est assez encore spécifique. Et ben, petite démo du coup pour montrer tout ça, pour bien comprendre. Hop. Donc, on va commencer avec un conteneur tout simple. Merci. Un conteneur tout simple, du coup, qui lance un Ubuntu latest. Il n'y a pas de security context, on est en root, du coup, parce que c'est le user par défaut de l'image. Et on lance juste un slip 3601 pour être sûr que c'est bien le seul. Comment ça, j'ai pas accusé. Donc, c'est le. Hop. Il faut pas mettre le premier. Hein? C'est pas le 1 qu'il faut mettre d'abord? Si, c'est le 1. J'ai mis le 1. Non, t'as mis le 2. Non, j'ai mis le 1. Ah, 2, 1. Ouais, c'est bon. Ah oui, alors attends, parce qu'il faut que je sois sur le même. Je vais récupérer le nœud de celui-là. Donc c'est 102, 135. En fait, je vais me lancer un root, un host. C'est où? C'est là. En fait, je vais récupérer ça. Je vais juste récupérer en fait un shell sur le même nœud pour qu'on puisse voir. Tac. Et là, on va faire un node name. Et je vais récupérer. C'était le coin, le 102, 135. Hein. Donc là, ce qu'il fait, c'est juste pour pouvoir vous montrer toute la démo. C'est pas le tout de déployer des pods, c'est de voir ce qui se passe au niveau du nœud. Forcément, il existe déjà. Ah bah, en fait, ceci dit, il était peut-être déjà sur. Non, il n'est pas sur le bon. Tac. J'aurais dû le forcer. Ah, ça va s'éteindre. Hop, vas-y. C'est bon. Voilà, donc là, si je vais dans mon conteneur. Donc pas celui qui est route sur l'autre. Hein. Ah oui, d'ailleurs, on l'a pas montré, mais en fait, il y a Falco qui tourne depuis tout à l'heure. Et on a eu quelques alertes. Bah là, par exemple, je viens de prendre un shell, donc on voit que voilà, terminal shell in container, il me l'a détecté. Et donc on est alerté parce que je viens de faire popper de lancer un process shell dans le contexte de mon conteneur. Donc là, je suis dans le conteneur. Donc si je fais un ps aux, je vois qu'il y a le slip 3601 qui est la commande qui est lancée au démarrage du conteneur. On a le bash dans lequel je suis et le ps aux que je viens d'exécuter. Et donc on voit que déjà on n'en voit que 3. Et le programme du premier process, c'est l'ID du premier process, c'est 1. Donc là c'est 1. Par contre, si je me mets sur l'autre, si je fais un ps aux, on en a beaucoup. Mais si je récupère le slip 3600, c'était 3601. Voilà, on voit que l'ID est différent. Donc ça, c'est le principe du namespace PID. Donc si ce coup-ci on prend le deuxième, donc c'est la même chose, mais on lui dit d'utiliser le namespace Linux de process de l'autre. Si on fait ça, vous allez voir la différence au niveau namespace, que c'était apply 2. Je ne vais pas toutes les faire, ça prendra trop de temps. Hop. Donc si maintenant je reviens dans mon conteneur ici et que je fais un ps aux,
On va voir. Donc là, on voit en fait tous les process qui tournent sur notre route, puisqu'on n'a plus cette séparation, cette isolation au niveau process. Donc si je fais une recherche, hop, là on voit que c'est l'ID 3036. Donc si je retourne sur mon hôte, logiquement, SOX. C'est pas le même. C'est pas le même. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'on n'est plus sur le même. Et oui, on n'est plus, sur le même nœud. On n'est plus sur le même nœud. Bon, voilà. L'effet démo. Je vais le rajouter. Sinon donc vous comprendrez bien que Hostpeed, même si vous le voyez sur Stack Overflow, c'est pas une bonne idée de le mettre à trous. Et on verra d'ailleurs par la suite qu'il y a moyen de forcer le fait d'interdire le fait de mettre Hostpeed à trous. La suite, c'est pareil. Ah si, oui, on voit pas très bien en fait. Hop là, voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai il y en a un peu plus. 56 891. Si je retourne ici. J'ai bien 56 891. Bon, je vais pas tout faire, mais voilà, vous avez compris la nuance et le principe en fait de ce que c'est qu'un conteneur. Voilà. Refais voir. Pour moi, on va pas faire la démo pour les autres, mais par exemple, vous avez aussi Host Network. Donc c'est exactement la même chose que Hostpeed, mais pour les namespace network. Donc pareil, c'est pas forcément. Enfin, il y a peut-être des use cases où c'est nécessaire, mais c'est à manipuler avec beaucoup de précautions et avec voilà. Et là, qu'est-ce que tu avais rajouté? Là, j'avais juste rajouté du coup la commande NSEnter qui permet de rentrer dans un namespace. Et je rentrais dans le namespace, je lançais en fait la commande bash dans le même namespace mount que le process 1, qui est du coup le système D de l'autre parce qu'on est en Hostpeed. Voilà. Et donc là, du coup, en fait, c'est ce qu'on a utilisé pour tout à l'heure quand on était dans l'application vulnérable pour avoir un shell dans l'autre. En fait, c'est ce qu'on a fait. On a mis un host network Hostpeed et le même système de fichiers. Comme ça, en fait, on avait le même système de fichiers, on voyait les mêmes cartes réseau et les mêmes process. Donc, en fait, on a un shell dans le nœud directement. Oui. Ok. Hop. C'est toi ou c'est moi la suite? C'est toi la suite. Je te laisse. C'est moi? C'est moi, d'accord. Bah allez. Maintenant, on va aller explorer un peu plus les options de configuration qui se regroupent. Donc, quand vous déployez un pod ou un deployment ou un stateful set dans le YAML sous security context. On va pas tout explorer parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps, mais on va voir les principaux, que ce soit run as user, forcément. Qu'est-ce que j'ai fait? Run as group, FS group, voilà. C'est toute la liste qui est là. Et on va voir, en fait, l'objectif, c'est on a essayé au maximum de partir d'un conteneur, d'un pod sans aucune restriction et de rajouter couche après couche des restrictions et vous montrer ce que ça bloque mais ce qui est encore possible de faire, de rajouter d'autres restrictions et de progresser comme ça jusqu'à avoir quelque chose de le plus sécurisé possible. Il y a certaines options qu'on n'a pas réussi à faire en démo, notamment, de manière très probante, mais on en reparlera après. Hop, donc du coup... La souris. Oui, pardon, la souris. Mais j'ai tellement l'habitude d'être au pad. Donc, on va se redéployer donc c'est le même. BusyBox. Un BusyBox, tout ce qu'il y a de plus classique. Encore une fois, là, pour l'instant, il n'y a pas de restriction. Hop. Donc là, c'est typiquement un manifeste qu'un débutant de Kubernetes pourrait faire, parce que s'il n'a pas la notion de security context. Et pour l'instant, il n'y a pas de Hostpeed, de Host Network, il n'y a rien de surprenant dans ce pod, mais on va voir qu'en fait, on peut faire des choses, notamment, si on parle de capabilities, c'est toi qui peux en parler le mieux, les capabilities Linux. Ouais. Kubernetes permet dans le manifeste de gérer les capabilities Linux que l'on va donner du coup au process dans le conteneur. Et les capabilities Linux, en gros, c'est à l'époque pour avoir certaines capabilities, il fallait être root. En fait, le user root, il a juste
toutes les capabilities. Donc il a le droit d'accéder à n'importe quel fichier du système de fichiers. Il a le droit de lancer des process qui écoutent sur les ports en dessous de 2024, etc. Et du coup, les développeurs du noyau Linux, ils ont créé les capabilities Linux pour qu'on puisse donner les droits à un process, par exemple, d'écouter sur un port, le port 80 par exemple. Et on n'a pas forcément envie que le process il ait le droit de tout faire. On veut juste lui donner la capacité d'écouter sur le port 80, qui est un port du coup en dessous de 1024, donc qui est un port privilégié. Et donc voilà, les capabilities, ça sert à ça. C'est une gestion fine des droits dans Linux. Et donc Kubernetes permet cette gestion-là. Voilà. Et donc du coup, par exemple, là, donc j'ai créé un shell sur le pod que je viens de déployer, et j'ai le droit, par exemple, de faire d'écouter sur le port 80, parce que par défaut, -L, c'est quoi la commande déjà? -P 80. Normalement, il me renvoie pas d'erreur, donc ça veut dire que j'ai le droit, et pourtant j'ai rien spécifié dans le manifeste Kube pour autoriser ça, mais en fait par défaut, si on précise rien, on a il a pris le user par défaut de l'image BusyBox qui est root. Il y a beaucoup d'images par défaut qui ont un user root par défaut. Oui, pour que je m'y hop. Ok. Donc on a le droit, c'est rien de surprenant, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réduire ces droits-là. Donc pour ça, on va faire c'est -1. Hop. Donc le -1, qu'est-ce qu'il fait? J'utilise le security context et je lui dis tu drops toutes les capabilities, donc tu lui retires au user toutes les capabilities. Bien sûr, et là, ce que j'ai pour montrer, pour aller plus vite dans la démo, c'est la commande par défaut, c'est plus un bash ou un slip, c'est je lui dis vas-y lance un netcat avec qui va écouter sur le port 80. Et là on voit que je suis en erreur, et si je mets les logs, oui, je suis en permission denied, donc en fait j'ai bien pas le droit de faire ça. C'est Cube c'est Linux via les capabilities Linux qui m'interdit de faire ça. Malgré le fait qu'on soit en route. Malgré le fait que je sois en route, parce que sur le pod, non, j'ai pas le droit. Je voulais essayer de mettre un shell, mais il démarre pas. Mais je suis quand même en route, mais je suis bloqué sur cette commande-là, parce que j'ai pas le droit d'écouter sur le port 80. Ce qu'on peut faire, là c'est pour vous montrer comment rajouter juste, par exemple, ce droit-là. Et en fait, il suffit d'ajouter une seule capability, donc on les drop toutes et on rajoute NetBind Service qui permet qui est la capability qu'il faut avoir pour pouvoir écouter sur les ports dits système. Donc c'est tous ceux qui sont en dessous de 1024. En dessous de 1024, voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est de drop toutes les capabilities et de donner seulement celles que l'application a besoin. Là, dans le cas présent, ce serait de dire tu vas écouter sur un port au-dessus de 1024 plutôt que de 80. Mais voilà. Et là, on voit que du coup, mon pod, il s'est bien lancé et que j'ai plus d'erreur parce qu'il a la bonne capabilities. On va faire un petit aparté sur un peu technique, mais en fait on s'est cassé les dents avec les capabilities quand on a essayé de faire cette démo, parce qu'il y a une issue ouverte dans Kubernetes depuis un an, en fait, un an et demi. C'est une discussion, c'est sur les capabilities ambiantes. Alors on voulait faire la démo, mais du coup en fait elle est ici directement, donc on va juste vous la présenter et l'expliquer. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer le user de l'image BusyBox et de mettre l'ID 33 qui correspond à 3W Data, un user qui n'a pas spécialement de droit. Et on a rajouté le capabilities drop all, mais l'ajout de NetBind Service. Et ça, on s'attendait à ce que ça marche, parce qu'on rajoute juste le NetBind Service à ce user-là. Et en fait, ça ne marche pas, parce que Kubernetes ne gère pas les capabilities ambiantes. Et c'est quoi une capabilities ambiante? C'est des capabilities Linux qui peuvent être données par un process à un process fils sans que le process père en ait le droit. Donc par exemple, on a un process qui va gérer d'autres process et ces process-là ont besoin de capabilities, mais le process parent, il n'en a pas besoin. Donc en fait, on va mettre les capabilities dans les capabilities ambiantes du process pair, et comme ça ce process parent il peut lancer des process avec des droits plus élevés, des capabilities plus élevées que lui-même, et ça Kubernetes ne gère pas. Donc il y a un workaround et puis en fait un fonctionnement, on pense que en fait ça va jamais être implémenté
du fait de l'ajout du user namespace, parce que les capabilities Linux, elles sont user namespaced. Et du coup, quand vous avez un user namespace qui n'est pas celui de l'autre, vous pouvez lui donner toutes les capabilities que vous voulez. Il aura les capabilities dans son user namespace, mais absolument pas sur l'autre. Donc on pense que c'est pour ça en fait que ça ne sera jamais implémenté, mais c'est quand même intéressant de. C'est dans la discussion. Hein. C'est dans la discussion. Ouais. Pas nous Donc, qui avons analysé, c'est les gens qui en discutent en disant oui, mais si on l'implémente, en fait, ça peut faire une faille de sécurité importante parce que ça peut permettre de donner des capabilities. Du privilege escalation. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, on était parti sur la même chose. On lance un web server sur le port 8080, donc a priori on n'a pas besoin de la capabilities Linux CapNet Bind Service. On run as non-root et on drop toutes les capabilities et on rajoute même le allow privilege escalation false. On va l'expliquer, mais en gros c'est pour empêcher un process d'élever ses privilèges. Donc ça on s'attend à ce que ça marche, effectivement, le pod se lance parce que, a priori, un user classique a le droit d'écouter sur le port 8080, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. En revanche, quand on veut écouter sur le port 80, il nous faut la capability CapNet Bind Service. Donc là, on n'est pas root, on drop toutes les capabilities et on ajoute le NetBind Service pour écouter sur le port 80. Et ça, on s'attend que ça marche, et en fait, ça ne marche pas. On se prend un permission denied. Et ça, c'est parce que du coup, Kubernetes ne gère pas les capabilities ambiantes. Vous voyez bien ou faut que je zoome? Non, c'est bon. Ouais. N'hésitez pas. Hein. Ça, c'est parce que du coup, Kubernetes ne gère pas les capabilities ambiantes. Et en fait, quand on change de user, quand on transition du coup du user root à un user non root, il y a un changement de contexte. Donc, on a essayé, c'est quand vous le faites au niveau du manifeste Kubernetes ou directement dans l'image Docker avec un user, il y a un changement de contexte. Et du coup, en fait, on perd les capabilities. Donc, même si vous mettez des capabilities dans le manifeste au niveau du manifeste, pour lancer le process, en fait, au final, il les aura pas. De ce fait de changement de process. Et donc là, il montre un workaround, c'est qu'il repart du coup de son image, donc from Ubuntu, et en fait, il installe un binaire qui s'appelle leadcap2bin qui permet de jouer avec les capabilities Linux. Et en fait, il ajoute avec cette cap la capabilities CapNet Bind Service. EP, c'est pour permitted et efficient. En gros, permitted, c'est qu'elle est permise, et effective. Effective, c'est qu'elle est vraiment activée. Et donc, en fait, il rajoute sur le binaire qui lance le web server la capabilities CapNet Bind Service. Et donc là, il recommence avec cette image-là. Il drop tout, il met le NetBind Service sur le port 80. On s'attend à ce que ça marche. Et spoiler, ça ne marche toujours pas. Et donc là, c'est un autre détail, c'est que le Allow Privilege Escalation False, ça, en fait, ça joue directement, il l'a mis, sur le flag No New Privs. Et du coup, ce flag, il empêche tout process de lancer quelque chose avec des privilèges supérieurs. Donc, du coup, il faut enlever ce Allow Privilege Escalation False. Donc, on repart de notre image qui a le binaire avec la capabilities qui va bien. On la met également au niveau des capabilities du manifeste. On n'est pas en route. On écoute sur le port 80 et ça marche. Ça, c'est un peu lourd parce que du coup, il faut rebuilder des images. Donc, ça se trouve, en plus, on utilise beaucoup de projets déjà packagés. Donc, ça voudrait dire remaintenir notre propre image de l'outil pour activer cette chose-là. Donc, c'est un peu lourd. Et chose aussi assez marrante, c'est qu'il a essayé du coup, depuis cette image donc modifiée avec la capabilities activée sur le binaire, il a essayé de drop toutes les capabilities au niveau manifeste, de se mettre en non-root, mais d'écouter sur un port qui a priori est non privilégié. Pour 8080, on avait le droit tout à l'heure de l'écouter. Et ben ça ne marche plus. Parce qu'on a activé, on a la permission, la capabilities Linux activée sur le binaire, et du coup, ça ne marche plus. Et pour que ça marche, même si on écoute sur un port non privilégié, il faut quand même mettre le NetBind Service parce qu'il y a la capabilities Linux au niveau du fichier du binaire qui est lancé, donc il la faut également à ce niveau-là. Donc c'est un peu, c'est un peu tricky. On s'est arraché des cheveux. Mais voilà, donc tout ça pour dire que Kubernetes ne gère pas les capabilities ambiantes. Oui. Donc si vous devez
si vous devez lancer un process en non-root, mais avec certaines capabilities, il faut qu'elle soit dans le manifeste et dans le binaire de l'image. Mais en fait, ça, c'est mitigé avec du coup, les user namespace, comme on le disait. Parce que du coup, avec les user namespace, les Linux capabilities, elles sont user namespaced. Et du coup, il y a moins ce problème-là. Donc, on pourrait lancer en route avec juste les capabilities. On drop toutes les capabilities et on active juste les bonnes capabilities. Comme ça limite l'exposition et les droits du process. Mais c'est beaucoup plus facile que ce workaround un peu avancé. Hop. Non, on va continuer sur les démos. On continue sur les démos. Là, c'était la partie vraiment compliquée. On a commencé par ça parce que dans le sens de notre démo, c'était plus facile de commencer par ça et de rajouter après des couches derrière. Mais je vous promets, ça sera moins complexe après. Hop, faut que j'arrête d'utiliser ton... Là, en fait, on va déployer du coup la suite, donc un pod où on va forcer le fait de ne pas être en route. Donc, on rajoute juste cette option. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça ne va pas marcher. Si je me souviens bien. Tac, c'est le 5. Ça ne va pas marcher parce que, par défaut... Hop. C'est celui-là, voilà. Pourquoi ? Eh bien parce que... pour describe parce que la raison, elle est assez simple, c'est que on a mis run as non-root, mais par défaut, l'image Ubuntu, elle a le user root, donc forcément, ça marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut rajouter un user pour que ça fonctionne. Et donc ça permet d'éviter... non, faut pas que je fasse ça. Non, ouais, le run as non-root, ça permet d'être sûr que Kubernetes ne va pas lancer le pod si le user est root. Donc si votre image n'utilise pas le user root par défaut, c'est bon. Si elle l'utilise, ça va planter. Et du coup, c'est toujours une bonne pratique de mettre ce flag à true et de préciser un user non-root du coup pour lancer le process. Voilà. Et donc là, du coup, Cube, il est content parce que on a run as non-root et on a spécifié un user qui n'est pas root. Donc tout va bien. Petit truc rigolo, c'est je crois qu'il faut... On avait eu le cas de mettre des users là dans le manifeste run as user, mais pas mettre un ID, mais mettre un... Il faut mettre un ID. Il faut mettre un ID parce que sinon, Cube n'arrive pas à déterminer si le user est root ou pas. Si vous mettez www.data par exemple, je crois que si vous ne mettez pas run as non-root true, mais que vous mettez wdata ici, ça marchera. Il arrivera à vous le run en wdata. Par contre, si vous faites la combinaison des deux, il vous dira je peux pas parce qu'en fait, j'arrive pas à déterminer que... Pour moi, il me semble qu'il faut forcément mettre un ID ici, parce que sinon, il ne peut pas savoir si en fait le 3wdata c'est un user de l'autre ou un user du conteneur. Bon, alors il faut vraiment mettre un ID, comme ça on est sûr. Là, j'improvisais un peu parce que je me souvenais qu'on avait eu un cas où ça marchait pas. Et là, tu peux parler, c'est con. Et dernière chose qu'on va vous faire en démo, c'est seccomp. Donc seccomp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, si je dis pas de bêtises, un mécanisme pour, donc ça veut dire security, je sais même compliance. Non. Mais c'est pour, en gros, c'est pour limiter les appels système. En gros, c'est pour donner, pour interdire certains appels système. Par défaut, en fait, si vous n'en précisez pas, donc on va vous montrer comment définir un profile seccomp donné à votre pod. Si vous n'en définissez pas, en fait, il n'y en a pas et donc c'est open bar. Ce qui n'est pas le cas avec Docker et Podman, par exemple. Si vous lancez des conteneurs avec Docker ou Podman en local, ces outils-là viennent avec des profils par défaut qui sont appliqués. Dans Kubernetes, c'est pas le cas. Si on n'en met pas, c'est open bar et on peut faire des appels système de type unshare pour créer des namespaces. Linux. Justement, c'est la démo là. Voilà, pardon. Voilà. Après, alors là, on repart pas de la même image et de tout ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas réussi en fait à faire quelque chose pour prouver les seccomp profile de simple parce que forcément on parle d'appel système Linux, donc il faut si on veut vraiment faire quelque chose
concret, il faut commencer à coder en C, à faire des appels système avec des libc. Et je suis un mauvais développeur C. Donc voilà, et on n'a pas trouvé d'exemple qui nous convenait. Mais par exemple, en fait, pour définir, on utilise, il y a plusieurs manières. On peut soit définir des profils qu'on va définir nous-mêmes avec en disant, droit à tel appel système, tel appel système, tel appel système. Je montrerai après à quoi ça ressemble. Soit en fait, ce qui est quand même la bonne pratique la plus recommandée, c'est d'embarquer le seccomp profile qui est fourni par le container runtime. Donc dans le cas de Cube, si on l'a pas modifié sur containerd, c'est containerd. Mais OpenShift, ça va être CryO par exemple. Voilà, qui vient avec ces seccomp, ces appels système autorisés ou non autorisés. Par exemple, des appels système bloqués, vous allez avoir les mounts, vous allez avoir des appels système qui vont permettre de changer la date, l'heure, voilà. Vous allez avoir unshare, que je vais vous faire la démo, qui permet de faire de créer des processus, enfin des namespaces, pardon. Fils à partir d'un pair. Vous avez quoi d'autre? J'en ai plus en tête, mais ouais, il y en a. Il y en a pas mal. Et du coup, les runtime, les seccomp profile par défaut, ils ont un set d'appels système legit. Par exemple, lire un fichier ou écrire un fichier, ça a priori, ça paraît cohérent pour un conteneur. Mais changer la date du système, ça paraît pas très cohérent. Donc il y a tout un set qui est bloqué, mais qui ne l'est pas par défaut. Voilà. Donc par exemple, là, sur ma démo, j'ai défini, j'ai créé donc un premier pod qui n'a pas de seccomp profile. Est-ce qu'on avait... Ah, on l'avait pas noté, je crois. Le 1, celui qui n'a pas de seccomp. Si, pardon, la démo. C'était, il fallait installer unshare. Ah oui. Parce que je crois qu'on n'a pas unshare de base. Ah si. Si, on a unshare, bah très bien. Oui. Et tu te souviens de la commande? C'est U-RM, je crois. Voilà, mais par contre, il y a un moyen. KPSH. Ouais, mais je sais plus comment on est. Il est pas installé par défaut, KPSH. KPSH, c'est un shell c'est un utilitaire qui permet de voir quelles capabilities Linux on a. Bah, prends un shell sur mon système. Tu peux faire un KPSH-print, on va voir le résultat. Hop. Voilà. Donc ça permet de voir quelles capabilities on a. Bon, là, on est sur la machine, là, sur le PC, donc on a... là, on n'a rien. Ah oui, on n'a rien, pardon. Current, en fait, le bounding set, c'est ce qu'on peut avoir, mais current, voilà. Là, il n'y a rien. Par contre, tu fais la même chose en sudo. Oui, sudo. On va les avoir toutes. Et là, on voit le ambient set, d'ailleurs, les capabilities ambiantes. Je veux bien ton mot de passe. Hop. Voilà, là, on a le EP, donc c'est permis et enable. Voilà. Et donc, on va peut-être passer dessus, mais en fait, si on le faisait sur ici, mince, où est-ce que c'était ouais. Hop, sur celui que j'ai fait, là, en fait, avant de faire le unshare, donc qui permet de créer un namespace fils, là, j'ai pas la capabilities capsysadmin, alors que en faisant ça, je crée un namespace fils dans lequel je suis root et j'ai la capabilities capsysadmin. Et il faut savoir que il y avait une CVE qu'on a trouvée. Bon, du coup, on vous le montre pas parce que c'est très, très technique et on n'a pas forcément. Elle est patchée aujourd'hui. C'était une CVE dans le noyau Linux qui permettait de faire une escalation privilege à partir de unshare. Et du coup d'avoir dans Cube la capability capsysadmin, donc qui est vraiment root, et de remonter jusqu'à l'autre. Ouais, voilà. C'est ça. C'était en fait à partir d'un process qui tourne dans un user namespace différent de celui de l'autre. Si ce process-là avait le capsysadmin, en fait, on pouvait avoir la capabilities capsysadmin sur l'autre. Ça, c'était voilà. Et donc là, juste pour vous montrer, là j'applique le runtime default, donc exactement le même pod, mais en appliquant un seccomp profile. Hop. Et là, si je fais la même commande, -urm, hop, je me prends une interdiction.
Voilà pour la partie Security Context. Security Context. Toi, tu voulais parler un peu d'AppArmor rapidement? Oui, rapidement. Alors, du coup, SecComp, c'est des profils qui permettent de vous dire oui, vous avez le droit à tel API system, non, vous n'avez pas le droit à tel API system. AppArmor, ça va un peu plus loin. On va pouvoir dire oui, tu as le droit à l'API system de lecture de fichiers, par exemple, mais tu n'as pas le droit dans /etc, par exemple. Donc, ça va être un peu plus fin au niveau droit. Après, c'est assez barbu et long à écrire en général. Donc, c'est pareil, on a des profils par défaut qu'on peut appliquer. Mais le plus important dans les bonnes pratiques quand vous déployez des choses dans Kubernetes, c'est surtout le SecComp profile par défaut qu'il faut mettre. Et après, si vous voulez vraiment aller plus loin dans la sécurité, on peut rédiger des profils AppArmor. Et pour les activer, c'est pareil, c'est voilà, dans le Security Context, AppArmor profile, 2 points. Et là, on peut mettre un profil. On n'a pas parlé non plus de read-only root file system, mais son nom, c'est assez parlant. C'est juste que le process qui est exécuté dans vos conteneurs sur votre pod n'a que les droits de lecture sur le file system. Il a juste le droit, si je dis pas de bêtises, d'écriture sur les volumes. Exactement, ouais. Voilà, et donc ça permet vraiment de encore plus réduire les droits. Et voilà, typiquement, notre démo, on n'aurait pas pu télécharger un binaire Netcat comme ça, parce qu'en fait, on n'aurait juste pas eu le droit d'écrire. Voilà. Ou alors, il aurait fallu trouver un volume. Mais bon, là, ça commence à être beaucoup. Donc finalement, bonne pratique, si jamais on résume, ce qu'il faut absolument mettre, c'est le run as non-root, allow privilege escalation false. On précise un user qui n'est pas root, donc run as user 33 par exemple. Le SecComp profile et le read-only rule file system. Et si jamais vous avez des applications, ça peut arriver, où vous mettez read-only rule file system et vous prenez des permissions denied, par exemple, parce qu'il essaye d'écrire dans /temp, vous pouvez très bien créer un volume de type empty-dir sur /temp. Et dans ce cas-là, en fait, il aura le droit d'écrire que dans le volume /temp. Bon, la démo, on l'a faite. Je te laisse parler des pod security standards. Ouais, on va terminer, de toute façon, on n'a plus que 3 minutes. Oui, puis on débarque, on a quasiment fini. Donc là, on vous a montré tout ça. Donc c'est important de mettre ces sécurités-là. Maintenant, Kubernetes vient avec des pod security standards qui nous permettent de forcer les utilisateurs à mettre de telles options. Et donc comment ça marche? Donc on peut mettre des labels au niveau de nos namespaces. Et derrière, ça utilise le principe des admission controllers. On va juste l'expliquer vite fait juste après. Et donc là, on peut définir. Donc il y a plusieurs profils. Il y a baseline, restricted et le dernier, je sais plus, mais c'est le open bar par défaut, quoi. Et donc avec le profil baseline, donc là par exemple vous avez trois actions. Vous avez le warning, donc là c'est dès que quelqu'un crée un pod avec qui viole c'est ça, qui ne respecte pas ce profil restricted, on va avoir un warning dans la réponse du serveur. Donc si on fait avec kubectl, on va avoir un warning, attention, votre pod ne respecte pas, il n'a pas mis de run as a user par exemple. Le audit, c'est pour le mettre dans les logs d'audit du cluster Kubernetes, enfin des masters. Et le enforce, c'est pour forcer cette politique-là. Et que du coup, le retour de l'appel de création, par exemple, d'un pod, ça marche pas et ça met erreur, vous n'avez pas le droit. Juste pour voir ce que font ces profils. Voilà, par défaut, on a le profil privilégié, donc là c'est open bar. On peut créer des pods en run as root, en host network, host speed, privileged, etc. Baseline, ça rajoute pas mal de choses, on va le voir juste en dessous. Baseline, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser le host process, les host namespace, host speed, host network, tout ça, on n'a pas le droit de manière évidente. Les pods privilégiés, on n'a pas le droit non plus. Donc soit il ne faut pas le mettre, soit il faut le mettre à faux. Les capabilities, on a le droit que à celles-ci, qui sont des capabilities plutôt courantes, par exemple pour gérer, pour qu'un process puisse lancer un autre process avec un autre user ID. NetBind Service pour écouter sur un port en dessous de 2024, pardon. Les host pass volumes, on n'a pas le droit non plus, de manière évidente. En fait, c'est tout ce qui est en rapport à l'autre ou tout ce qui est vraiment grossier. Donc, lancer un pod en privilégié, on n'a pas le droit. Et il me semble que le SecComp, on peut le laisser indéfini. Donc
donc ouvert à tous les API système. En revanche, le restricted, là, c'est vraiment le mieux. Donc, si vous pouvez l'activer, rajouter ces labels, ça vaut le coup, puisque vous avez toutes les interdictions qu'on a vues juste avant, plus les types de volume, vous êtes vachement restreint. Le privilege escalation, vous êtes obligé de le définir à faux. Le run as non-root, vous êtes obligé de le définir à faux. À true, pardon, merci. Enfin, à pas route, quoi. Oui. Le run as user, vous êtes ah non, on peut le laisser indéfini. Mais de toute façon, on a le run as non-root, donc en fait, si le user c'est root dans l'image, ça marchera pas. Vous êtes obligé de mettre un seccomp profile, etc. Et donc là, je sais par pas contre, c'est si très restrictif, donc ça peut être compliqué à appliquer, notamment parce que vous allez être très rapidement, si vous avez des applications un peu particulières ou autres, avoir des alertes de partout ou des problèmes avec besoin de mettre des exceptions, ou de réinventer la roue alors que c'est pas forcément simple. Du coup, une autre solution que de passer par des pod security standards, enfin, en tout cas, on peut mettre, je pense, le baseline. Le baseline, oui, qui est quand même qui est relativement soft, qui évite quand même les erreurs, les plus gros, c'est ça. Et en fait, les pods privilégiés ou qui ont accès à l'autre, ça c'est normalement dans aucun monde vous en avez besoin, quoi. Et enfin, le dernier point, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin? C'est utiliser les admission controllers. Donc en fait, c'est un principe qui est utilisé par les pod security standards de Kubernetes. Et c'est quelque chose de natif dans Kubernetes, c'est pas une CRD installée ou quoi. Custom Resource Definition, pardon. Et comment ça marche? C'est qu'en fait, à chaque fois que vous faites un appel à l'API de Kubernetes, parce que finalement Kubernetes n'est qu'une API avec qui on discute, on va lui demander de créer quelque chose. La première chose qu'elle va faire, c'est regarder si on est connecté et si on a les droits de le faire. Et ensuite, elle va appeler éventuellement, si on en a configuré un mutating webhook. Donc en gros, elle va appeler un service, on va le montrer tout de suite avec Kyverno, et elle va lui passer le manifeste qu'on demande à créer, et elle va lui dire, tiens, moi je te donne ce manifeste-là, renvoie-moi le manifeste que finalement je dois créer, qui a été du coup changé à la volée, mutating webhook. Ensuite, avec cet objet-là, donc soit il a changé, soit il n'a pas changé, ça passe par une étape de validation pour voir si sémantiquement c'est correct. Et ensuite, on appelle potentiellement un deuxième webhook qui est un validating webhook. Et donc là, l'API de Kube va appeler un service et va lui dire voilà le manifeste que j'ai, est-ce que c'est valide selon toi? Et là, le mutating webhook va juste dire oui, non. Et donc si c'est non, Kube va renvoyer une erreur, va remonter l'erreur en fait du validating webhook pour dire non, ça marche pas parce que machin. Et si c'est bon, il va vraiment persister l'objet dans la base de données etcd du coup du cluster, et qui va du coup déclencher la création de la ressource. En fait, je parle de pod, mais en fait ça peut être n'importe quelle ressource Kubernetes. Et du coup, là, avec ça, vous pouvez dire, moi, j'applique baseline, mais par contre, cette option qui n'est pas dans baseline, je peux forcer à ce que ce soit telle valeur ou telle valeur. Par exemple, seccomp profile, c'est hyper important de le mettre. Il n'y est pas dans baseline. Je comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est trop restrictif et juger que ça impactait trop de workload. Et du coup, on peut enforce le baseline. Pour être sûr qu'on puisse pas faire de choses relatives à l'autre mais on peut définir un webhook pour dire si quelqu'un présente un manifeste et qu'il ne met pas dans le security context le seccomp profile, soit tu le rajoutes à la volée avec un mutating webhook, soit on le met dans une étape de validation, et du coup si quelqu'un essaie de créer un tel manifeste, il va juste se prendre une erreur, non, tu n'as pas le droit, il faut que tu rajoutes cette option là. Les mutating webhooks, c'est assez délicat. T'as un bon exemple, mais oui, c'est assez délicat parce que selon la population qui va utiliser votre cluster, si vous modifiez à la volée leurs ressources et qu'après ça fonctionne pas, ils vont pas forcément avoir conscience de pourquoi ça marche pas. Alors que si vous leur renvoyez une erreur en leur disant ça ne marche pas, tu n'as pas le droit parce que ça, et que lui rajoute lui-même l'option, il verra qu'il a rajouté un truc et que potentiellement le problème vient de là. Donc moi, chez mon client, j'ai mis en place des mutating webhooks, mais c'est transparent pour l'utilisateur. C'est par exemple pour modifier la registry de l'image qu'on utilise, pour éviter d'aller sur docker.io et de taper les rate limits. Hop, en fait, on va sur une registry qui est miroir, mais c'est transparent et l'utilisateur n'en sait rien. Donc dans ce cas-là,
pour moi, ça peut être aussi pour ajouter des labels, que ce soit pour mieux filtrer ou autre. Ça, bon, ça fonctionne très bien. Quand c'est des choses qui peuvent potentiellement être cassantes pour l'utilisateur, j'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut mieux utiliser des validating admission pour que si jamais l'ajout de cette option casse quelque chose, il en ait conscience. Et là, on parle de sécurité, mais en fait, ça marche oui, ça peut être en dehors de la sécurité. Ça peut être, par exemple, effectivement, rajouter des labels. Si tel user ou tel service account crée des ressources, on va automatiquement ajouter les labels de son équipe, de son projet, pour des besoins de comment on appelle ça, de FinOps. Ouais, de FinOps, oui. De facturation, enfin oui. Oui. Voilà, et du coup, en dernier point sur les admission controllers, il y a 2 projets de la CNCF qui sont plutôt connus et qui permettent de faire ça plus simplement, parce que ça peut être un peu verbeux. En fait, un admission controller, ce n'est autre qu'un service Kubernetes que vous déployez dans votre cluster, avec un pod du coup derrière qui n'est autre qu'un serveur web en fait, qui reçoit des requêtes, qui fait ce qu'il a à faire et qui renvoie une réponse en JSON. Donc si c'est un mutating webhook, il va prendre une entrée en JSON, il va faire ses modifications et puis il va le renvoyer à l'API Kubernetes. Si c'est un validating, il va juste dire oui, non, en fonction de son analyse. Donc ça peut être un peu long à faire un serveur web comme ça. Et du coup, il y a 2 projets qui permettent de le faire beaucoup plus facilement. C'est OPA, Open Policy Agent, et plus récemment Kyverno, qui permettent de faciliter ça. Et donc si on montre à quoi ça ressemble, vite fait, et puis on terminera là-dessus parce qu'on a un peu débordé. Kyverno, je suis perdu. Ouais. Tout en bas. C'est ça que... non, c'est ça, voilà. À quoi ça ressemble? Ah. Donc Kyverno, on peut l'installer avec un chart Helm. Il va installer des CRD, donc des Custom Resource Definition, pour étendre l'API Kubernetes. Et donc là, Kyverno propose une type de ressource qui s'appelle la Cluster Policy. Donc elle a un nom. Donc là, par exemple, celle-là, on l'a appelée All Containers Need Requests and Limits, parce que c'est toujours une bonne pratique. C'est pas le sujet de ce soir, mais voilà. Et du coup, on peut dire, on enforce cette policy. On lui demande de créer un validating webhook. Et voilà comment ça se présente. C'est un pattern avec le spec, les specs du coup là c'est des pods. On dit que tout ce qui est pod, on veut appliquer ce pattern là. Et donc ça c'est il y a une syntaxe particulière. Ça c'est la syntaxe qui dit éventuellement s'il y a des init containers, il faut que ce soit ça, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et les containers, ça doit ressembler à ça. Et donc là, tous les containers qui n'ont pas de ressources request CPU memory et limit CPU memory ne pourront pas être lancés. Ouais. Donc on pourrait faire la même chose. Là, par exemple, c'était pour forcer les images à ne pas utiliser le tag latest. Donc on a plusieurs règles. On en a une qui va regarder s'il y a un tag. Donc si l'image c'est bien quelque chose, de point quelque chose. Et ensuite, on valide que le tag, ce n'est pas latest. Voilà. On pourrait faire pareil du coup avec le seccomp profile. Et à quoi ça ressemble dans Cube? Et on s'arrêtera là. Tac, Kyverno. Il y a un service du coup. No API Server. On n'a plus les creds. Les creds sont valables 1 heure. Bon, ça fait 1h10. Tant pis. On le montrera pas, mais en gros du coup Kyverno il va créer un service pour réceptionner du coup les requêtes de l'API serveur de Kubernetes. Il va créer un objet validating webhook ou mutating webhook en fonction. Donc là nous dans les cluster policy que vous a montré c'est des validating webhook qui sont des ressources natives Kubernetes. Et en fait dans le validating webhook ça ressemble à quoi? En fait on peut peut-être le voir dans la documentation. Un validating webhook. On va voir. On va lui dire, voilà, il y a des règles. Donc par exemple, c'est quand on crée des pods. Donc l'API, c'est l'API Core V1. Donc pour toute création de pod, on demande à l'API serveur d'appeler notre service. Et le service, il est configuré ici. Et donc là, en fait, Kyverno ou OPA va créer cette ressource native validating webhook tout seul et en fonction de ce qu'on a mis dans la policy, il va mettre les bonnes règles pour que l'API serveur lui envoie bien les bonnes requêtes. Là, dans ce cas-là, si on crée un déploiement, a priori, ça sera Kubernetes va pas renvoyer ça à Kyverno. Et du coup, après derrière, Kyverno, il a un service
avec un pod qui analyse toutes les ressources qui sont créées, quoi. Voilà. Voilà, Est-ce que vous avez des questions? Ouais, on espère qu'on vous a pas endormi. Ni assommé. C'était un peu technique, mais voilà. Si vous avez des questions, on y répond avec plaisir. Et sinon, oui. Une question sur les policies, c'était baseline et Oui. restricted, c'est-à-dire quand même super rassurant. Alors que non. Si, restricted, si. pardon. C'était privilege, pardon. Ah, pardon, oui, effectivement. La question... attends, je vais te... hop. Mais oui, en plus, on a un micro pour les questions. Tiens, vas-y, comme ça, tu pourras répondre. Du coup, au niveau des policies qui ont été présentées, on avait privilège de baseline et restricted. Restricted a l'air quand même rassurant. Et je me demandais, vous avez dit que c'était pas fait pour tous les cas. Donc, dans quel cas c'est recommandé ou non? Nous, on le recommanderait systématiquement. Voilà. En fait, vous pouvez le mettre en label. Je sais même pas si... Il est activé. Il est allumé. Nickel. Moi, je le mettrais systématiquement. Et le jour où vous avez un cas où vous voyez que le pod démarre pas parce que il ne respecte pas tout ça, dans ce cas-là, vous pouvez diminuer un baseline et rajouter des sécurités grâce au validating webhook. En vrai, là tout de suite, je vois pas trop de cas. Si. Oui, ouais. J'ai un use case par exemple, l'image Nextcloud, je sais pas si vous connaissez, c'est un projet open source de Drive comme Google, mais voilà, open source. L'image Nextcloud communautaire, elle utilise Busybox qui va lancer en fait des process, et du coup Busybox a besoin de faire joujou avec les group ID group ID et user ID. Et donc si vous la lancez comme ça marche parce qu'en fait par défaut c'est le user root, mais si vous voulez faire les choses bien, parce que vous avez suivi, vous allez mettre un run as user non root, donc le run as user run as non root true et run as user 33 par exemple, et ben là ça va plus marcher. Et donc pour faire ça, vous allez rajouter les capabilities de group ID et UID, et ces capabilities là ne sont pas autorisées dans le cas du restricted, parce que dans le restricted on n'a que NetBind Service. C'est un cas assez spécifique, en vrai, la plupart des applications, je pense qu'elles n'ont pas besoin de capabilities. Donc c'est toujours la même pratique de mettre capabilities drop all. Là où ça peut être compliqué, c'est si vous avez un cluster avec déjà beaucoup de choses de déployer dessus et que vous voulez mettre en place ça. Le mieux, c'est d'abord de mettre restricted, mais en warning ou en audit, voilà, pour vérifier que vous n'allez pas tout casser si vous passez en. Oui, si c'est un ordre de production, il vaut mieux. Oui, enfin de prod, ouais. même avoir les logs dans les audits et envoyer un warning aux utilisateurs. Mais le baseline, par contre, on vous encourage à le mettre sur tous vos namespaces parce que baseline, c'est tout ce qui est host ou privilege container. Voilà. A priori, c'est fortement déconseillé de faire ça, quoi. Et les capabilities sont restreintes sur ce qu'on peut mettre, mais c'est quand même le tableau qu'on a vu, donc il y en a quand même pas mal, notamment Group ID, UID, enfin voilà, il y en a quand même pas mal. Voilà. D'autres questions? Non? Oui? Vous pouvez passer le micro. Déjà, belle presse, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question, c'était au niveau des seccomp profile. Ouais. J'avoue, j'ai pas trop compris ce que ça faisait. Oui, on n'a pas montré, c'est vrai, les exemples. En fait, les seccomp profile, par défaut, tu n'en as pas, donc il n'y a pas de restriction. Et si tu en mets, ça t'autorise ou ça t'interdit des appels système Linux. Là, on va essayer de trouver. Je ne sais pas si tu les trouves. Ça, c'est le profil seccomp par défaut de containerd. Voilà. Et donc là, on voit tous les appels système qui sont autorisés. Non. Si, là où dit. Ah non, alors qu'ils ne sont pas autorisés. Si, je pense qu'ils sont autorisés. Moi, j'avais regardé ceux de Docker, ils étaient plus. C'était plus parlant et plus lisible. Je crois que c'était au même endroit, non? Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un seccomp profile, c'est vraiment une liste d'appels système autorisés ou non autorisés. Et il y a plein d'appels système qui ne sont pas autorisés à juste titre parce que voilà, on juge qu'un conteneur, il n'a pas à changer la date du système, il n'a pas à créer des namespace Linux avec Unshare, il n'a pas voilà. Voilà, là si on prend ici, donc là c'est sur le profile par défaut de Docker, donc ça c'est pas exactement celui de containerd. Là c'est la liste de tous les appels système qui sont bloqués
Donc on voit mount, mbind, reboot, je crois. Oui, swap on, swap off, enfin jouer avec le swap, même si c'est quelque chose d'assez peu fréquent avec, sur des clusters Kubernetes dans le cloud, mais ça peut arriver. Reboot, enfin voilà. Et ça, c'est la liste de tout ce qui est bloqué si vous le mettez, un profil par défaut. Et sinon, après, vous pouvez en rédiger vous-même, mais moi, je l'ai jamais fait. Hein. J'ai jamais fait. Le runtime default est déjà. Voilà, le runtime default, il est déjà très bien. Et c'est, à mon avis, assez. Ça devient assez technique si on a besoin d'en rédiger. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question à propos de Kyverno. Ouais. Vous avez fait des règles très spécifiques, par exemple pour l'histoire du latest, avec de la regex et tout. Est-ce qu'il n'y a pas justement des sets par défaut où on dit simplement qu'on veut que les images non latest? C'est une excellente idée. Je sais pas s'ils ont je sais qu'ils ont des exemples de policies, mais je sais pas s'ils ont vraiment un peu comme Falco un set de policies par défaut. Ouais. En tout cas, quand on installe Kyverno Par défaut, il y a rien. de base, il va pas créer des clusters. Ouais. Il permet de le faire, mais il ne crée pas de cluster policies. Oui. Je sais pas s'il n'y a pas un dossier sur le repo avec. Ouais, parce que tout le monde va faire la même chose. Oui, je pense que il y a ça. C'est assez jeune Kyverno, si je dis pas de bêtises. C'est assez jeune. Oui, ça viendra, vu que c'est NCF et tout qui vont proposer des librairies ou en tout cas des choses communes pour venez tirer tous les trucs par défaut. Voilà, parce que bonne pratique, ou alors un peu comme les profils là, Cube qui proposent du coup plusieurs niveaux de sécurité avec un ensemble d'options verrouillées. On pourrait imaginer pareil sur Kyverno avec un ensemble de bonnes pratiques plus ou moins élevées. Oui. Je rebondis juste parce que tu parlais de Falco. Tout à l'heure, quand on a présenté Falco, je crois pas qu'on l'ait dit, mais par défaut, il vient avec un set de règles Falco pour faire la détection. Il faut parfois un peu les tuner pour en désactiver certaines parce que vous pouvez avoir beaucoup de faux positifs, mais c'est pas à vous de rédiger vous-même les. On peut le faire. On peut, mais il faut savoir le faire pour la CKS. mais bon, très peu de. Voilà. Les règles par défaut font bien le. Voilà. Moi, j'ai plus eu besoin d'en désactiver parce qu'il y a des faux positifs. Voilà. Mais après, on peut les désactiver de manière assez fine. Assez fine, ouais. Par exemple, s'il y a un process qui nous lance une alerte de... Est-ce que j'ai un exemple? Je sais pas. De shell qui pop dans un conteneur. Bon, c'est vraiment lunaire, mais on peut dire l'alerte shell qui pop dans un conteneur. Je la veux pas dans le cas où c'est l'image Nginx Latest qui l'utilise, ou enfin voilà, on peut aller avec désactiver de manière précise. Et que c'est tel process qui le lance dans tel contexte. Enfin, voilà. D'ailleurs, s'il reste quelques secondes, vous pouvez peut-être montrer sur Discord ce qui a popé depuis tout à l'heure. Ah oui. Ah, oh là. Après, on se fait spam par Argo CD parce que j'ai un problème. C'est pas grave. Est-ce qu'on voit, on peut zoomer sur Discord ou pas? Non, je Contrôle plus peut-être. Contrôle plus, non. Ah si. Ah bien, ouais, un peu trop, mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave. Là voilà, il y a beaucoup de shell in container. Les démos, en fait, on a fait beaucoup de shell où on arrivait dans le pod, donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'alertes nous disant qu'on a un shell qui a été créé dans un pod. J'ai peut-être plus d'exemples parce que j'ai un runner GitLab perso et je fais du Docker in Docker et donc du coup ça remonte beaucoup plus d'alertes. Oh non, si j'ai que du Grafana. Ah voilà. Qu'est-ce qu'on a là par exemple? Drop and execute binary in container. Donc ça c'est un container qui lance un binaire et donc on a les informations. Bon voilà, comme c'est un container privilégié, il n'y a pas d'ID de container parce que du coup c'est Docker in Docker, il crée des namespaces donc bon c'est un peu particulier mais c'est le genre de règles et d'informations qui peuvent être remontées. Et donc là, on peut filtrer sur toutes ces informations-là. Donc on peut dire par exemple que si c'est le drop and execute new binary container, mais que le process.name c'est conftest, et tu me le remontes pas. Est-ce que j'en ai d'autres? Il y a beaucoup de drop and execute avec Docker in Docker. Ouais, j'ai l'impression que j'ai que ça, mais bon voilà, c'est le genre de truc qu'on peut avoir. Et dernier truc, si vous m'autorisez encore. Donc vous avez dit comme bonne pratique, c'est de ne pas utiliser latest. Donc ça c'est sûr, ouais. C'est bien. Après, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se mord la queue si on utilise par exemple Renovate et que on a toute une
une CI qui fonctionne, une CI/CD, est-ce que finalement, où on va merger automatiquement toutes les nouvelles versions, est-ce qu'on va pas se retrouver dans le même problème? Alors là, Renovate permet de te mettre une conf où tu lui dis ne me propose pas les mises à jour qui ont moins de X jours. Alors c'est pas implémenté sur tous les. Là on divague un peu, mais je crois c'est pas implémenté sur tous les. Comment ils appellent ça? Les managers, NPM, Terraform, ça fonctionne. Donc voilà, mais tous les managers, donc tout. Je crois que, il me semble que c'est, mais j'ai un doute. Sur Docker, je sais pas si c'est, enfin sur les images Docker, je sais pas si c'est implémenté, mais c'est quelque chose qui existe où du coup la bonne pratique, ça pourrait être de dire à Renovate, ne me propose pas les choses qui ont, les mises à jour qui ont moins de 10 jours, ce qui permet que si il y a un truc un peu moisi qui est fait par on peut espérer qu'en 10 jours, voilà. Après, faut pas mettre trop parce que du coup, s'il y a un fixe de sécu. Voilà. C'est après, voilà. C'est. Ouais, vas-y, quand même comme ça. La bonne pratique de latest, c'est surtout pour ne pas avoir une référence mutable. Oui. Oui. Mais ouais, c'est pour avoir le même comportement. Qui, en fait, est en mouvement constant. C'est ça. Ouais. Coup, et d'ailleurs, la documentation de GitHub, ça se contredit un peu, notamment quand on utilise les actions GitHub. En fait, il y a GitHub qui vous dit c'est bien de mettre V2. Comme ça, en fait, vous fixez juste la majeure, mais vous avez toutes les dernières fonctionnalités. Et si vous regardez la doc spécifique à la sécurité, ils vous disent de surtout pas faire ça, parce que du coup, vous vous exposez aux failles de sécurité de type supply chain. Et du coup, ils vous disent d'utiliser le SHA. Parce que même un tag, en fait, c'est pas immuable. Quelqu'un peut faire un force push sur un tag. Donc, ils vous disent d'utiliser vraiment le SHA du commit. Et Renovate permet de gérer ça. Et donc, il vous met le SHA, mais il vous met quand même à côté en commentaire la version que c'est, parce que juste un SHA, on se perd un peu, quoi. Mais voilà, oui. D'ailleurs, sur OCS, ils commencent à résoudre les chats directement. Ok. On les a dans le manifeste à la fin. On avait des pannes de prod avec ça. Oui, Arthur. Si on a encore le temps pour une dernière, Oui. enfin, je ne juge pas. Moi, c'était un peu la question de. Alors, merci pour le talk qui était très bien. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis nul en sécurité sur Kubernetes. Mais je me suis posé la question, effectivement, vous avez mentionné CKS, qui est une des certifs qui fait partie du triptyque CKA, CKAD, etc. Par rapport à CKS, là, on est sur ce que vous retenez qui est le plus intéressant, le plus immédiat à mettre en pratique. Est-ce qu'on est sur les débuts de la sécurité pour des gens qui n'ont pas fait de Kubernetes et ensuite, quelque part, c'est le tremplin pour aller vers CKS? Vous vous situez où avec ce que vous venez de nous présenter? C'est toi qui as la CKS. C'est dur. Là, c'est des notions quand même assez avancées. Donc nous là l'idée c'était vraiment de vous partager les bonnes pratiques et de faire attention. Maintenant quand vous créerez des pods, vous penserez à mettre ces options là. Donc dans ce sens-là, c'est plutôt pour des novices ou non, en fait on a parlé de notions avancées quand même. Donc c'est pas des novices, c'est des gens qui ont déjà fait pas mal de Kubernetes, qui ont peut-être la CKA, mais qui n'ont jamais trop creusé la sécurité vraiment avancée dans le Kubernetes. La CKS après c'est un niveau un peu au-dessus. Là on s'est fortement concentré sur la partie runtime avec tout le security context. La CKS, il y a un peu plus de choses annexes, notamment sur la partie alerting avec Falco. Il faut vraiment comprendre le fonctionnement de Falco et la rédaction de règles personnalisées. Enfin, c'est un peu plus poussé, quoi. Mais on est déjà pas mal là avec ce qu'on a présenté. Voilà. Vous pouvez pas passer la CKS juste avec ce qu'on a présenté, mais ça vous donne déjà une bonne base. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Sinon, est-ce qu'on en a dans le... J'ai raté le live, il y a une rediff quelque part. Il y a une rediff sur Twitch, tout à fait. Oui, il y aura une rediff juste après. Dispo sur la chaîne Twitch. Eh bien, on vous remercie pour votre écoute. Voilà. On espère qu'on ne vous a pas trop assommé et on vous propose de finir ce meet-up avec un petit apéro. Pour ceux qui sont en présentiel. Et puis nous, on reste de toute façon à distance. Oui, ceux qui sont à distanciel. Vous pouvez vous ouvrir une bière aussi. Ouvrez-vous une bière et un paquet de chips. Merci beaucoup. Hop.